Mon ex prétendait que j'étais violent et puis mon fils a sorti un enregistrement caché qui a tout changé. Le tribunal croyait que j'étais violente. Mon ex-mari avait les preuves, rapport de police, témoignages, même un enregistrement de moi criant sur notre fils. Pendant des mois, j'ai vu mes enfants m'échapper, empoisonnés contre moi par un maître manipulateur qui avait fait de la victimisation une forme d'art. Je me noyais dans les mensonges de Derek, perdant tout pendant qu'il jouait au père parfait. Puis, mon fils de 10 ans, Ethan, a chuchoté 5 mots qui ont tout changé, j'ai enregistré les appels de papa. À cet instant, j'ai réalisé que Derek avait commis une erreur fatale, il avait oublié qu'à l'ère des smartphones et des tablettes, même les enfants peuvent devenir les témoins les plus puissants de la vérité. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. Je n'oublierai jamais ce moment au tribunal, mon fils de 10 ans, Ethan, se levant, tablette à la main, sa voix perçant la tension, puis-je faire écouter quelque chose ? Le juge, les avocats, Derek avec son expression suffisante, ils se sont tous figés. Et quand cet enregistrement a commencé à jouer, mais je vais trop vite en besogne. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, 6 mois plus tôt. Je vivais dans un appartement exigu d'une chambre qui sentait le vieux tapis et les rêves brisés. Les murs étaient fins, je pouvais entendre la télévision de mes voisins à travers eux, et le radiateur cognait toute la nuit, mais il était à moi. Après 12 ans avec Derek, avoir quelque chose qui n'appartenait qu'à moi ressemblait à la liberté, même si la liberté ressemblait à un canapé convertible et à des dîners de nouilles ramen. Je m'appelle Emma Sullivan. J'ai 38 ans et je me bats pour mes enfants. Chaque matin à 5 heures, mon réveil sonnait, et je trébuchais jusqu'à la petite salle de bain pour me préparer pour mon premier travail au restaurant. Après 8 heures de remplissage de café et de sourires forcés, je me précipitais à mon service du soir à l'épicerie. 2 emplois couvraient à peine le loyer et les frais d'avocat, mais je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Tout était temporaire. Le plus dur n'était pas l'épuisement ou le compte en banque vide, c'était de rentrer à la maison dans le silence alors que mes enfants auraient dû être là. Ethan et Maya étaient avec leur père pendant la semaine, et je les avais un week-end sur 2. C'est ce que disait l'accord de garde temporaire, en tout cas. L'intérêt supérieur des enfants, avait statué le juge, en considérant ma situation financière par rapport aux revenus stables de Derek et à sa maison de 4 chambres. Ethan, mon attentionné fils de 10 ans avec les yeux verts de son père, mais heureusement mon tempérament, était devenu silencieux depuis la séparation. Il avait l'habitude de bavarder sans arrêt de projets de codage et de construction Minecraft. Maintenant, nos appels téléphoniques étaient remplis de longs silences et de mots choisis, comme s'il avait toujours peur de dire la mauvaise chose. Maya, seulement 6 ans, courait encore pour me serrer dans ses bras lors des récupérations, ses couettes blondes rebondissant. Mais même elle avait commencé à poser des questions qui semblaient répéter, « Papa dit que tu es malade. Est-ce que tu vas mieux, maman ?» Chaque mot était un couteau, mais je me contentais de lui caresser les cheveux et de lui dire que maman allait bien, que parfois les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses. Vous perdez du terrain, Emma, mon avocate, Sandra Mills, ne mâchez pas ces mots. Nous étions assises dans son bureau encombré, entouré de dossiers en manille et d'une légère odeur de café rassis. L'avocat de Derek se prépare à faire pression pour obtenir la garde exclusive. Il invoque l'instabilité financière, des problèmes de gestion de la colère, et, elle hésita, ajustant ses lunettes de lecture, les rapports de police. Les rapports de police. 3 fois pendant notre mariage, Derek avait appelé la police à mon sujet. Chaque fois suivait le même schéma, il me harcelait et me provoquait pendant des heures, parfois des jours, sur mes insuffisances en tant qu'épouse et mère. Il me suivait de pièce en pièce, sa voix ne s'élevant jamais, énumérant mes échecs avec la précision d'un chirurgien. Quand j'ai finalement craqué et haussé la voix, jeté un oreiller une fois, même cassé une assiette, il reculait avec un air satisfait et composait le 911. Ma femme fait une crise, disait-il calmement au téléphone. Je suis inquiet pour la sécurité de nos enfants. Au moment où les officiers arrivaient, j'étais celle qui pleurait, débraillée, tandis que Derek se tenait là dans sa chemise repassée, toujours le mari inquiet. La police prenait des notes, me suggérait de me calmer, et classait leurs rapports et des rapports qui reposaient maintenant dans les dossiers de Sandra comme des bombes à retardement. Mais ces appels étaient, commençais-je. Je sais, me coupa Sandra. Mais les juges voient les rapports de police, pas le contexte. Vous devez rester irréprochable, suivre ses cours de parentalité, ne manquer aucune visite, et, pour l'amour de Dieu, ne lui donner aucune nouvelle munition.
Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé convertible, regardant de vieux albums photos, des photos d'Ethan bébé, le premier anniversaire de Maya, des vacances en famille où nous avions tous l'air si heureux. Avions-nous été heureux? Ou étais-je simplement devenu doué pour faire semblant? Mon téléphone vibra, un texto de ma sœur, Kate. J'ai entendu dire que Derek raconte à tout le monde que tu as fait une crise de nerfs à Whole Foods. Que s'est-il vraiment passé? Je n'avais pas fait de crise de nerfs. J'avais vu la mère de Derek au magasin et j'avais essayé de lui dire bonjour. Elle avait annoncé à voix haute à tout le monde dans le rayon des fruits et légumes que j'étais instable et que je ne devais pas l'approcher. Quand je me suis éloigné, retenant mes larmes, apparemment cela constituait une crise de nerfs publique. C'était le don de Derek, transformer la réalité en ce qui servait son récit. Pendant notre mariage, il me persuadait que j'étais trop émotive, trop oublieuse, trop en colère. Tu as fait peur aux enfants quand tu as crié à propos de la vaisselle, disait-il, même si je lui avais seulement demandé calmement d'aider à nettoyer. Mais répéter quelque chose suffisamment de fois, et même la personne qui le vit commence à douter de sa propre mémoire. Le coup frappé à ma porte 3 jours plus tard faillit m'arrêter le cœur. 2 personnes se tenaient là, une femme en tailleur pantalon bleu marine avec un presse-papier, et un homme plus jeune aux yeux doux qui semblait désolé. Emma Sullivan? Je suis Janet Crawford des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu une plainte qui doit faire l'objet d'une enquête. Ma gorge s'assécha. Quelle plainte? Elle jeta un coup d'œil à son presse-papier. Il a été signalé que vous avez crié sur votre fille, Maya, et que vous l'avez enfermée dans une pièce lors de votre dernière visite. La pièce tournoyait. Maya avait été avec moi il y a 3 jours. Nous avions fait des biscuits, regardé la Reine des Neiges pour la 100e fois, et je lui avais fait une tresse française. Le seul incident s'était produit lorsqu'elle n'avait pas voulu se brosser les dents avant de se coucher, et j'avais utilisé ma voix ferme de maman. L'enfermer dans une pièce? Elle avait dormi dans mon lit parce qu'elle avait fait un cauchemar à propos de monstres. Ce n'est pas vrai, réussis-je à dire. Jamais je ne. Madame, nous sommes tenus d'enquêter sur toutes les plaintes. Pouvons-nous entrer? Je m'écartai, regardant ces étrangers juger mon petit appartement, ma vie. Ils posèrent des questions, prirent des notes, examinèrent les fenêtres qui ne fermaient pas correctement, ce qui, fis-je remarquer, rendrait impossible d'enfermer qui que ce soit. Ils étaient professionnels, même sympathiques, mais je savais à quoi cela ressemblait dans leur dossier, mère instable, vivant dans un logement inadéquat, faisant l'objet d'une enquête. Après leur départ, j'ai appelé mes enfants. Ethan répondit au téléphone de son père. « Salut, mon grand, comment va l'école? » Phoenix. Sa voix était plate, prudente. « Ethan, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que Maya a dit quelque chose à papa à propos de notre dernière visite? » Une pause, puis, à peine un murmure, « Maman, j'ai entendu papa parler à quelqu'un de te piéger. Il a dit que tu ne nous reverrais plus jamais après la date du tribunal. » Mon cœur battait la chamade. « Ethan, qu'as-tu entendu exactement? Je dois y aller. Papa arrive. » La ligne se coupa. Ce soir-là, j'ai commencé à tenir un journal, pas le journal de gratitude que ma thérapeute m'avait suggéré, mais quelque chose de brut. J'ai écrit sur la manipulation psychologique, l'isolement, la façon dont Derek me souriait en public tout en me chuchotant des menaces que moi seul pouvais entendre. J'ai écrit sur la fois où il avait convaincu nos amis que j'étais bipolaire parce que j'avais pleuré devant un film, sur la façon dont il m'avait systématiquement isolé de ma famille en programmant des conflits avec chaque réunion, puis en leur disant que j'avais choisi de ne pas venir. Les mots coulaient comme du poison retiré d'une blessure, 12 ans à douter de moi-même, à m'entendre dire que ma réalité n'était pas réelle, à voir ma confiance en moi se réduire à quelqu'un qui s'excusait d'exister. L'assignation à comparaître arriva 2 jours plus tard, dans l'affaire Sullivan contre Sullivan, requête en modification de la garde. Derek passait à l'offensive pour la garde exclusive. J'étais assise sur les marches de mon appartement, les papiers juridiques à la main, quand ma voisine âgée, Madame Patterson, passa en traînant les pieds. « Ça va, ma chère » demanda-t-elle, sa voix douce. Je levai les yeux vers elle, cette femme qui m'avait probablement entendu pleurer à travers les murs plus de fois que je ne pouvais compter. « Je suis sur le point de perdre mes enfants, dis-je. » Elle s'assit à côté de moi, sa robe de chambre fleurie bruissant. « Vous savez ce que je vois? Je vois une maman qui a 2 emplois et qui trouve encore le temps de lire des histoires à ses bébés sur l'escalier de secours. Je vois des enfants qui courent vers leur mère,
pas qui s'enfuit. Ne laissez personne vous raconter d'autres histoires sur vous-même. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, les mots d'Ethan résonnaient dans mon esprit, te piéger. Mon adorable et observateur garçon m'avait donné un avertissement. La question était, que pouvais-je en faire? La bataille pour mes enfants allait commencer, et je n'étais armé que de la vérité. Dans le monde de Derek, avais-je appris, la vérité était ce qu'il décidait qu'elle devait être. Mais quelque part au fond de moi, sous des couches de doute de soi qu'il avait soigneusement cultivées, une petite voix chuchotait, la vérité finit toujours par éclater. Je n'avais aucune idée à quel point cette voix allait s'avérer juste. Le palais de justice sentait le vieux bois et la déception. J'étais assise à côté de Sandra, mes mains si serrées que mes jointures blanchissaient, regardant l'avocat de Derek arpenter devant le juge comme un requin tournant autour de sa proie. Votre honneur, nous avons des preuves documentées du comportement erratique de Madame Sullivan, annonça l'avocat Richard Blackwell, produisant des photographies avec éclat. Ces images montrent les séquelles d'un de ces accès de violence, vaisselle cassée, meubles renversés. Notre client craignait pour sa sécurité et, plus important encore, pour la sécurité des enfants. Je voulais crier. Cet accès de violence était la nuit où Derek m'avait suivi pendant 3 heures, me disant quel échec j'étais en tant que mère, comment les enfants avaient honte de moi, comment sa mère avait eu raison à mon sujet depuis le début. Quand je m'étais finalement retiré dans la cuisine pour faire du thé, n'importe quoi pour échapper à sa voix, il avait bloqué l'entrée. Tu t'enfuis encore, Emma? Comme tu fuis tous tes problèmes. J'avais essayé de passer devant lui, il ne bougeait pas. Ma main avait heurté le comptoir, en voyant une assiette s'écraser au sol. Le bruit m'avait tellement surprise que j'avais trébuché en arrière sur une chaise, la renversant. Derek avait immédiatement sorti son téléphone, prenant des photos tout en marmonnant, c'est parfait. Mais au tribunal, ces photos racontaient une autre histoire. Elles montraient la violence, l'instabilité, le danger. Sandra se leva pour objecter, mais sa voix manquait de conviction. Elle était surchargée de travail, sous-payée, et clairement dépassée par la présentation théâtrale de Blackwell. Son contre-interrogatoire ressemblait à apporter un couteau à beurre à une fusillade. Madame Sullivan suit des cours de gestion de la colère, proposa faiblement Sandra. Qu'elle a été condamnée par le tribunal à suivre après de multiples appels pour troubles domestiques, rétorqua Blackwell avec aisance. Je sentais les yeux du juge sur moi, mesurant, jugeant. L'honorable Margaret Wheeler avait vu trop de batailles pour la garde pour avoir encore beaucoup de patience pour elle. J'étais probablement juste une autre ex-femme en colère essayant de punir son ancien mari à travers les enfants. Pendant la suspension de séance pour le déjeuner, Sandra me prit à part. Emma, vous devez envisager un accord à l'amiable. Garde partagée avec résidence principale chez Derek, un week-end sur 2 et les mercredis soirs pour vous. C'est mieux que de tout perdre. Il ment surtout, protestai-je. Ces photos, les appels à la police, il a tout monté. Le regard compatissant de Sandra était pire que du mépris. Ma chérie, ils disent tous ça. Je sortis en titubant du palais de justice, la poitrine serrée, la vision brouillée. Le monde bascula. Je ne pouvais plus respirer. Était-ce cela, se noyer? Mes jambes cédèrent, et je m'affaissai sur les marches en béton, haletante. Respirez avec moi. Une voix de femme perça la panique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est ça. Des mains fortes me guidèrent vers un banc. Alors que ma vision s'éclaircissait, je vis une femme de mon âge environ, avec des yeux bruns bienveillants et des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Elle portait un tailleur mais avait enlevé ses talons, assise en tailleur à côté de moi comme si nous étions à une soirée pyjama, pas au tribunal. Première audience de garde, demanda-t-elle. Je hochai la tête, me concentrant toujours sur ma respiration. Je suis Médisa Chen. J'ai traversé ce cirque moi-même il y a 2 ans. Mon ex a essayé le même scénario, fausses accusations, preuves mises en scène, tout le tralala. Manipulation narcissique classique. Avez-vous gagné? Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. J'ai survécu. Parfois, c'est le mieux que nous puissions faire. Autour d'un café brûlé du tribunal, Marissa partagea son histoire. Son ex-mari avait convaincu leur cercle social qu'elle était alcoolique, avait appelé les services de protection de l'enfance à plusieurs reprises, avait même engagé un détective privé pour la suivre. Mais elle s'était battue en documentant tout, en construisant un réseau de soutien et en refusant de le laisser réécrire sa réalité.
Le truc avec les hommes comme nos ex, dit-elle en remuant son café, c'est qu'ils comptent sur notre silence. Ils instrumentalisent notre honte, notre peur de ne pas être cru. La séance de l'après-midi fut pire. Derek monta à la barre, l'incarnation du père inquiet dans son costume sur mesure et ses cheveux parfaitement coiffés. Il parlait doucement, tamponnant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir que je ne l'avais jamais vu utiliser en 12 ans de mariage. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Ethan et Maya, dit-il, la voix brisée. Emma est une bonne personne, mais elle a besoin d'aide, d'une aide professionnelle. Les enfants méritent la stabilité. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez Best Buy et j'ai acheté une webcam. Ce soir-là, assise dans mon appartement faiblement éclairé, j'ai appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Emma Sullivan, commençai-je, ma voix plus assurée que je ne me sentais, et je dois dire la vérité sur ce qui est arrivé à ma famille. Pendant 2 heures, j'ai parlé de la manipulation psychologique, de l'isolement, de la façon dont Derek me provoquait pour obtenir des réactions qu'il pouvait documenter, de la façon dont il me persuadait que j'étais folle, instable, une mauvaise mère, de trouver le courage de partir seulement pour qu'il utilise le système contre moi. Je ne sais pas si quelqu'un verra jamais ça, conclus-je, mais j'ai besoin de le dire à voix haute. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas violente. Je suis juste une maman qui aime ses enfants et qui a épousé un homme qui sait très bien porter un masque. J'ai sauvegardé le fichier mais je ne l'ai téléchargé nulle part, pas encore. Le week-end suivant avec les enfants, je sentais l'influence de Derek partout. Maya tressaillit lorsque j'ai tendu la main pour arranger ses cheveux, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ethan parla à peine pendant le dîner, poussant des spaghettis dans son assiette. « Papa dit que tu pourrais partir, dit-il finalement. Que veux-tu dire, mon chéri ? Il dit que le juge pourrait décider que tu as besoin d'une aide spéciale, comme un hôpital ou quelque chose comme ça. » Ma fourchette tomba bruyamment sur mon assiette. « Ethan, je ne vais nulle part. » Il m'a acheté une nouvelle console de jeu, continua Ethan, sans me regarder dans les yeux. Et il a dit que si je suis sage, si je dis la vérité sur la façon dont tu nous fais peur parfois, peut-être que le juge nous laissera rester avec lui tout le temps. Il dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Mon cœur se brisa. Est-ce que je te fais peur, Ethan ? Il leva enfin les yeux. Non. Mais papa dit que oui. Il dit que je ne me souviens juste pas bien. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis glissé dans la salle de bain et j'ai regardé mon journal vidéo sur mon téléphone, le volume bas. Était-ce à cela que je ressemblais ? Cette femme parlant de guerre psychologique et de manipulation systématique ? Même à mes propres oreilles, cela semblait paranoïaque, déséquilibré. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de Marissa, il compte sur notre silence. Le lendemain matin, en faisant des crêpes, j'entendis un fracas venant du salon. Ethan avait fait tomber mon ordinateur portable de la table basse. En l'aidant à ramasser les papiers éparpillés, je réalisai que mon fichier vidéo était toujours ouvert. « Tu regardais quelque chose ?» demandai-je. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas fouiner. Je voulais comprendre. » « Comprendre quoi, mon bébé ? Pourquoi papa dit ces choses sur toi ? Pourquoi tu pleures la nuit quand tu penses qu'on dort ? Pourquoi tout semble être un mensonge ? Je le serrai contre moi, ce garçon qui était trop jeune pour porter un tel poids. Parfois, mon chéri, les gens peuvent te faire douter de ce que tu sais être vrai. Même les adultes. Même les mamans. C'est ce que papa fait ? Je choisis mes mots avec soin. Ton père t'aime beaucoup. Mais parfois les gens peuvent aimer leurs enfants et quand même faire des choses qui ne sont pas bien. Ethan resta silencieux un long moment. Puis il chuchota, moi aussi, je garde des secrets. Quel genre de secret ? Papa ne sait pas que j'ai trouvé le mot de passe de son iPad. Et parfois j'enregistre des choses. Comme quand il parle au téléphone de toi, ou quand il répète ce qu'il va dire au tribunal. Mon cœur s'arrêta. Ethan, qu'as-tu enregistré ? Plein de trucs. Comme la semaine dernière, quand il riait avec oncle Pet à propos de te faire craquer au tribunal. Il a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de monter ta voix à partir de vieilles vidéos pour faire croire que tu me criais dessus lors d'un appel téléphonique. Je me suis rassise sur mes talons, les implications me frappant comme une vague. Mon fils de 10 ans avait recueilli des preuves pendant que je me noyais dans le doute. Il avait observé, écouté,
comprenant bien plus que ce qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre. Peux-tu me montrer, demandai-je. Il secoua la tête. Pas encore. Papa vérifie ma tablette parfois. Mais j'ai tout sauvegardé sur le cloud. Je crois que je sais comment t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Confiance. Un mot si simple, si difficile à accorder après des années à voir sa réalité remise en question. Mais en regardant dans les yeux sincères de mon fils, des yeux qui en avaient trop vu, trop compris, je réalisais que je n'avais pas le choix. Je te fais confiance, mon bébé, dis-je. Je te fais entièrement confiance. Alors que nous finissions le petit déjeuner, Ethan dit quelque chose qui résonnerait dans mon esprit pendant des semaines. Papa pense qu'il est le seul à savoir jouer à des jeux. Mais j'ai observé, et je suis meilleur que ce qu'il pense. La date suivante du tribunal arriva avec toute la chaleur d'une tempête hivernale. L'avocat de Derek avait soumis de nouvelles preuves, un enregistrement de moi criant prétendument sur Ethan lors d'un appel téléphonique. L'audio était grésillant, déformé, mais indéniablement colérique. Voilà ce que les enfants endurent, déclara Blackwell, faisant écouter l'enregistrement au tribunal. Le tempérament de Madame Sullivan est incontrôlable, même au téléphone. J'écoutais avec horreur ma propre voix, déformée et venimeuse, disant des choses que je n'avais jamais dites. Sandra objecta, citant la mauvaise qualité et l'authenticité douteuse, mais la juge Wheeler l'autorisa. Pendant la suspension de séance, j'ai confronté Sandra. Cet enregistrement est faux. Je n'ai jamais dit ces choses. Pouvez-vous le prouver, demanda-t-elle avec lassitude. Avez-vous des enregistrements de vos conversations réelles? Je n'en avais pas. Pourquoi en aurais-je eu? Je n'avais jamais pensé à documenter chaque interaction avec mes enfants. Ce week-end-là, quand j'ai récupéré les enfants, Ethan était différent. Il y avait une détermination dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Papa s'est vraiment mis en colère hier, me dit-il alors que nous rentrions à la maison. Je lui ai posé des questions sur l'enregistrement téléphonique, j'ai demandé s'il l'avait modifié pour te faire paraître méchante. Qu'a-t-il dit? Il a crié. Vraiment crié. Pas comme il parle d'habitude, tout bas et effrayant. Il a vraiment crié. Ethan sortit sa tablette. Et j'ai tout enregistré. Il fit jouer un enregistrement, la voix de Derek forte et sèche, ne me questionne pas, Ethan. Ta mère t'empoisonne l'esprit. Elle est malade, et si tu continues à la défendre, tu ne la reverras plus jamais. Je m'en assurerai. Quand as-tu commencé à l'enregistrer, demandai-je, stupéfaite. Après avoir regardé ton journal vidéo, admis-il. J'ai réalisé que papa nous fait la même chose qu'à toi. Il nous fait croire qu'on se souvient mal des choses, il nous fait sentir fous. Mais si j'enregistre, je peux écouter plus tard et savoir ce qui s'est réellement passé. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, Ethan me montra son dossier de preuves, des dizaines de fichiers audio, organisés par date. Son père planifiant avec des avocats, coachant Maya sur ce qu'il fallait dire au service de protection de l'enfance, riant à l'idée de me faire craquer comme un œuf. Il y a plus, dit Ethan. Tu te souviens il y a 3 mois quand papa a dit que tu m'avais crié dessus pendant le dîner chez lui. Je hochai la tête. Derek avait déposé une plainte auprès de notre assistante sociale à ce sujet. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine quand il était au téléphone avec quelqu'un, expliqua Ethan. Écoute ça. Il fit jouer un autre enregistrement, la voix de Derek, ouais, j'ai de vieilles vidéos de l'époque où elle criait vraiment, quand on était mariés. Mon type peut les assembler, les faire paraître actuels. Le juge n'y verra que du feu. Ethan, chuchotai-je, comprends-tu ce que cela signifie? Ça veut dire que papa ment sur tout. Son jeune visage était solennel. Je n'arrêtais pas de penser que peut-être je me souvenais mal, peut-être que tu avais crié et que j'avais juste oublié. Mais ensuite j'ai commencé à écrire les choses juste après qu'elles se soient passées, et à enregistrer, et rien ne correspondait à ce que papa disait plus tard. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade à mes 2 emplois et j'ai rendu visite à mon vieil ami James, qui enseignait l'informatique au collège communautaire. Je lui ai montré un des enregistrements d'Ethan. Peux-tu vérifier que c'est authentique, demandai-je. Non altéré ou modifié? Il le passa dans plusieurs programmes. C'est propre. Aucun signe de manipulation. Les horodatages correspondent aux métadonnées. C'est une preuve recevable, Emma. J'ai fait des copies de tout, les stockant à plusieurs endroits.
Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt, j'ai renvoyé Sandra. Je comprends, dit-elle quand je le lui ai annoncé. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus. Avec une audience de garde dans 3 semaines, je me représentais maintenant moi-même. Terrifié ne commençait même pas à décrire ce que je ressentais. Marissa me mit en contact avec un assistant juridique qui m'aida à organiser correctement les preuves. Nous avons créé une chronologie, recoupé les enregistrements avec les affirmations de Derek, documenté chaque divergence. C'est solide, dit l'assistant juridique. Mais vous devez être stratégique sur la façon de le présenter. Si vous la présentez trop tôt, son avocat trouvera un moyen de l'exclure. Pendant ce temps, Derek intensifiait sa campagne. Il déposa une requête affirmant que je montais les enfants contre lui. Il fit soumettre par l'enseignante de Maya une déclaration sur des comportements préoccupants, bien que lorsque j'ai parlé à l'enseignante en privé, elle ait admis que Derek avait, aimablement suggéré, quoi écrire. 2 nuits avant l'audience, Ethan frappa à la porte de ma chambre. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Il grimpa sur mon lit, se blottissant comme il le faisait quand il était petit. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB. Je l'ai donné à Madame Henderson à l'école. Elle sait tout. Madame Henderson était son enseignante de 5e année, une femme que j'avais brièvement rencontrée lors des réunions parents-professeurs. Pourquoi la lui as-tu donnée? Parce que papa a commencé à vérifier ma tablette plus souvent. Il a failli trouver les enregistrements hier. J'ai dû les supprimer de l'appareil. Il leva les yeux vers moi. Mais Madame Henderson a tout. Et elle a dit qu'elle aiderait. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Madame Sullivan? C'est Grace Henderson, l'enseignante d'Ethan. Je pense que nous devrions nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Madame Henderson, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes, fit glisser une clé USB sur la table. Votre fils est remarquable, dit-elle. Il documente tout depuis des mois. Il est venu me voir parce qu'il avait peur que son père trouve et détruise les preuves. Pourquoi nous aidez-vous? Elle remua lentement son café. Il y a 20 ans, j'ai perdu la garde de ma fille au profit d'un homme très semblable à votre ex-mari. Je n'avais pas de preuves, juste ma parole contre la sienne. J'ai regretté de m'être tu depuis lors. Cette nuit-là, j'ai réécouté chaque enregistrement. Le plus accablant datait du vendredi précédent, Derek parlant à son avocat, riant des preuves truquées, prévoyant de la détruire une bonne fois pour toutes au tribunal. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est une conversation entre Derek et Ethan datant de 2 semaines auparavant. Derek, ta mère ne t'aime pas vraiment, fiston. Si elle t'aimait, elle ne nous aurait pas quittés. Ethan, mais tu lui as dit de partir. Je t'ai entendu. Derek, tu te souviens mal. Tu étais trop jeune. Ethan, j'avais 8 ans. Je me souviens de tout. Derek, non, tu ne te souviens pas. Et si tu racontes autre chose à qui que ce soit, tu le regretteras. Compris? Le silence qui suivit était glaçant. La veille de l'audience, je me suis assise pour écrire des lettres à mes enfants, juste au cas où. Si Derek gagnait, si je les perdais complètement, je voulais qu'ils aient quelque chose de moi. Cher Ethan, écrivis-je, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as porté des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter, et tu l'as fait avec une grâce et une sagesse au-delà de ton âge. Quoi qu'il arrive demain, sache que tu m'as déjà sauvé en croyant à la vérité quand les mensonges étaient plus faciles, en faisant confiance à ton propre esprit quand les autres te disaient qu'il avait tort. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Chère Maya, écrivis-je à ma fille, tu es le soleil sous forme humaine. Ne laisse personne ternir ta lumière. Fais confiance à ton cœur, il sait ce qui est réel, même quand les adultes rendent les choses confuses. Maman t'aime jusqu'à la lune et retour, pour toujours et à jamais. Cette nuit-là, Ethan fit ses derniers enregistrements. Il avait enregistré des conversations toute la journée, y compris une où Derek menaçait explicitement, pour être sûr que ta mère ne te voie plus jamais après-demain. Maman, dit-il alors que je le bordais, je veux apporter ma tablette au tribunal demain. Pourquoi, mon chéri? Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai enregistré vendredi soir après que papa ait cru que j'étais endormi. Il était au téléphone avec quelqu'un, planifiant quelque chose pour le tribunal. Je pense que tu dois le faire écouter. Qu'y a-t-il dessus? La vérité, dit-il simplement. Toute la vérité.
Je l'embrassai sur le front, cet enfant qui était devenu mon héros inattendu. D'accord, mon bébé. Nous apporterons la tablette. Alors que je restais éveillé cette nuit-là, je pensais au silence comment il avait été à la fois ma prison et mon pouvoir. Derek avait compté sur mon silence, l'avait utilisé contre moi. Mais Ethan avait trouvé de la force dans un autre type de silence, la patience tranquille de rassembler des preuves, la détermination constante d'un enfant qui refusait de laisser les mensonges devenir la vérité. Demain déterminerait tout. J'avais renvoyé mon avocate, m'étais armé d'enregistrements faits par un enfant de 10 ans, et j'avais placé ma foi dans un système qui jusqu'à présent semblait m'être défavorable. À l'approche de l'aube, je murmurai une prière à quiconque pouvait écouter, que la vérité soit plus forte que les mensonges. Que la justice voie à travers les masques. Que mes enfants rentrent à la maison. La tablette reposait sur ma table de nuit, détenant des secrets qui allaient bientôt ébranler les fondations de tout ce que Derek avait construit. La voix calme d'Ethan résonnait dans mon esprit, fais écouter l'extrait de vendredi. La vérité était sur le point d'avoir son jour au tribunal. Le matin de l'audience de garde, j'ai vomi 2 fois avant de quitter mon appartement. Mes mains tremblaient alors que je serrais la tablette d'Ethan, vérifiant pour la 100e fois que les enregistrements étaient toujours là. Dans mon sac, la clé USB semblait peser 1000 livres. Ethan était assis à côté de moi dans le couloir du palais de justice, inhabituellement silencieux. Il portait la chemise bleue à boutons que je lui avais achetée pour les photos de classe, ses cheveux soigneusement peignés. Il paraissait plus âgé que 10 ans, son visage empreint de détermination. « Souviens-toi, chuchotai-je, tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit si tu ne le veux pas. » Il hocha la tête. « Je sais. Mais je veux le faire. » Maya s'accrochait à son lapin en peluche, regardant Derek et moi avec des yeux confus. Elle était restée avec lui pendant la semaine, et je pouvais voir son influence dans la façon dont elle hésitait avant de me serrer dans ses bras. Derek arriva avec son assurance habituelle, son costume de marque impeccablement repassé, son avocat, Richard Blackwell, portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. L'eau de Cologne de Derek, la même qu'il avait portée pendant notre mariage, me retourna l'estomac. « Emma, dit-il avec aisance, assez fort pour que les autres l'entendent, j'espère que nous pourrons résoudre cela pacifiquement pour le bien des enfants. » Sa performance avait déjà commencé. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Wheeler avait l'air fatiguée, comme si elle avait déjà décidé que cette affaire serait comme toutes les autres. Elle feuilletait des papiers pendant que Blackwell se lançait dans sa déclaration liminaire. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que Madame Sullivan représente un danger évident pour le bien-être de ses enfants. Nous avons des preuves documentées d'explosion de violence, de comportements erratiques et d'une incapacité à fournir un logement stable. » Il présenta à nouveau les photos, l'assiette cassée, la chaise renversée. Puis vinrent les rapports de police, chacun me dépeignant comme déséquilibré. Enfin, l'enregistrement téléphonique truqué. « Comme vous pouvez l'entendre, dit Blackwell, alors que ma voix déformée emplissait la salle d'audience, Madame Sullivan soumet régulièrement son fils à des violences verbales. Je me forçai à respirer, à attendre, à faire confiance au plan. Quand ce fut mon tour de parler, je me levai sur des jambes tremblantes. Sans avocat, je me sentais nu devant le tribunal. Votre honneur, je suis ici aujourd'hui pour dire la vérité. Pendant 2 ans, on m'a dépeinte comme instable, violente et inapte. Mais ce n'est pas qui je suis. Je suis juste une mère qui aime ses enfants et qui a épousé quelqu'un qui est devenu très doué pour la manipulation. Je décrivis le schéma de provocation, les incidents mis en scène, la manipulation psychologique. Je gardai une voix stable, même quand Derek secoua la tête théâtralement, jouant à la perfection l'ex-mari inquiet. Ces accusations sont fantaisistes, intervint Blackwell. Madame Sullivan tente de détourner l'attention de son propre comportement. La juge Wheeler parut impassible. Madame Sullivan, avez-vous des preuves pour étayer ces affirmations? Oui, votre honneur. Mais d'abord, j'aimerais aborder l'enregistrement téléphonique qui vient d'être diffusé. J'expliquai que je n'avais jamais eu cette conversation, que l'audio semblait déformé parce qu'il avait été manipulé. Blackwell eut un sourire narquois. Derek se pencha en arrière sur sa chaise, confiant. C'est une accusation assez grave, dit la juge Wheeler. Pouvez-vous prouver que l'enregistrement a été modifié? J'allais répondre quand Ethan se leva. Votre honneur, puis-je dire quelque chose? La salle d'audience devint silencieuse. Les sourcils de la juge Wheeler se levèrent. Jeune homme, c'est une audience de garde.
Les enfants ne font généralement pas. S'il vous plaît, dit Ethan, sa voix claire. J'ai quelque chose d'important à partager. Derek se leva à moitié de sa chaise. Ethan, assieds-toi. Ce n'est pas approprié. Mais la juge Wheeler leva la main. Laissez le garçon parler. Ethan s'avança, tablette à la main. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde devait l'entendre. Votre honneur, j'écoute mes parents se disputer à propos de la vérité depuis des mois. Mais je sais ce qui est réel parce que je l'ai enregistré. Blackwell sursauta. Objection. C'est très irrégulier. Rejeté, dit la juge Wheeler, se penchant en avant. Continuez, jeune homme. Vendredi soir dernier, dit Ethan, papa pensait que j'étais endormi. Il était au téléphone dans son bureau. J'ai enregistré ce qu'il a dit. Le visage de Derek devint pâle. Ethan, qu'est-ce que tu... Puis-je le faire écouter, demanda Ethan au juge. La juge Wheeler hocha la tête. Ethan toucha l'écran. La voix de Derek emplit la salle d'audience, cristalline, elle va perdre les pédales au tribunal demain. J'ai demandé à mon type de monter ses cris d'il y a 2 ans, de cette fois où elle s'est vraiment mise en colère parce que j'avais oublié les médicaments de Maya. Le juge va gober ça. D'ici lundi, elle n'aura plus du tout la garde. La beauté de la chose, c'est qu'elle ne peut pas prouver que c'est faux. Qui va la croire? J'ai 3 rapports de police, des plaintes des services de protection de l'enfance, tout le tralala. Elle est finie. Le silence qui suivit fut absolu. Je regardais le masque de Derek se fissurer enfin, une panique réelle envahissant ses traits. C'est sorti de son contexte, balbutia-t-il. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais Ethan n'avait pas fini. Il y a plus. D'il y a 2 semaines. Un autre enregistrement joua, écoute, Ethan devient trop malin, il pose trop de questions. Après que j'aurai obtenu la garde exclusive, nous déménagerons. Nouveau départ. Peut-être l'Arizona, quelque part où Emma ne pourra pas les empoisonner contre moi. Je dirai aux enfants qu'elle les a abandonnés. Donnez-moi 1 an, ils ne se souviendront même plus clairement d'elle. Maya se mit à pleurer. Papa, tu as dit que maman était malade. Tu as dit qu'elle pourrait partir pour toujours. Ma chérie, je peux expliquer. Votre honneur, interrompit Blackwell, la sueur perlant sur son front. Nous devons vérifier l'authenticité de ces enregistrements. Cela pourrait être. J'en ai plus, dit Ethan doucement. Il fit jouer enregistrement après enregistrement, Derek coachant Maya sur ce qu'il fallait dire à l'assistante sociale des services de protection de l'enfance, Derek riant des photos mises en scène, Derek menaçant Ethan de se taire. Avec chaque enregistrement, l'atmosphère de la salle d'audience changeait. Les doigts du greffier volaient sur son clavier. La représentante des services de protection de l'enfance au fond de la salle se pencha en avant, prenant des notes. Blackwell s'affaissa sur sa chaise. Le visage de la juge Wheeler était passé d'un scepticisme fatigué à une attention soutenue. Monsieur Sullivan, voudriez-vous expliquer ces enregistrements? Derek se leva, sa personnalité soigneusement construite s'effondrant. C'est un piège. Mon propre fils, retourné contre moi. Emma l'a manifestement coaché. Je l'ai fait moi-même, dit Ethan fermement. Maman ne le savait même pas jusqu'à récemment. J'ai commencé à enregistrer parce que papa n'arrêtait pas de me dire que je me souvenais mal des choses. Il disait quelque chose de méchant sur maman, puis plus tard disait qu'il ne l'avait jamais dit. Il me faisait sentir fou. Alors j'ai tout enregistré pour savoir ce qui était réel. La juge Wheeler se tourna vers moi. Madame Sullivan, étiez-vous au courant de ces enregistrements? Pas jusqu'à récemment, votre honneur. Mon fils protégeait des preuves parce qu'il craignait que son père ne les détruise. Les fichiers originaux sont stockés en toute sécurité chez son enseignante, Madame Henderson, qui peut vérifier leur authenticité. C'est ridicule, explosa Derek, son contrôle soigneusement maintenu se brisant enfin. Vous allez croire les enregistrements illégaux d'un enfant? Je vais poursuivre. Je vais? Monsieur Sullivan, la voix de la juge Wheeler coupa comme de la glace, vous allez vous asseoir et rester silencieux, ou je vous accuserai d'outrage au tribunal. Derek s'assit, mais ses mains se serrèrent en poing. Votre honneur, dis-je, j'ai aussi une clé USB contenant tous les enregistrements, plus les métadonnées prouvant qu'ils n'ont pas été modifiés. Mon fils les a donnés à son enseignante pour les garder en lieu sûr.
La juge Wheeler demanda une suspension de séance immédiate. Nous reprendrons dans 2 heures. Je veux que ces enregistrements soient authentifiés. Service de protection de l'enfance, je veux que vous interrogiez les 2 enfants séparément. Monsieur Sullivan, vous ne devez avoir aucun contact avec les enfants pendant cette suspension. Alors que nous sortions, Derek attrapa le bras de son avocat. Réparez ça, siffla-t-il. Mais il n'y avait rien à réparer. La vérité avait enfin parlé par la voix calme d'un garçon de 10 ans qui refusait de laisser les mensonges gagner. Pendant la suspension, Ethan et moi étions assis dans une petite salle de conférence pendant que les services de protection de l'enfance interrogeaient Maya dans une autre pièce. Les mains d'Ethan avaient enfin cessé de trembler. « Tu as été si courageux, lui dis-je. J'avais peur, admit-il. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit dans ta vidéo, sur le fait que la vérité est plus forte que les mensonges. » À travers la fenêtre, je regardais Derek arpenter le parking, criant dans son téléphone. Sa façade parfaite s'était complètement effondrée. Pour la première fois depuis des années, tout le monde pouvait voir ce que j'avais toujours vu, le vrai homme derrière le masque. Mon téléphone vibra. Un texto de Marissa, la nouvelle se répand. 3 autres femmes m'ont contacté, disant que Derek leur avait fait des choses similaires avant toi. Elles veulent témoigner. Le spécialiste informatique du tribunal confirma ce que je savais déjà, les enregistrements étaient authentiques, non altérés. Madame Henderson arriva avec la clé USB originale et fournit une déclaration sous serment concernant la peur d'Ethan que son père ne trouve les preuves. Lorsque le tribunal reprit, le comportement de la juge Wheeler avait complètement changé. J'ai examiné les enregistrements authentifiés et les entretiens préliminaires des services de protection de l'enfance. Monsieur Sullivan, ces enregistrements révèlent un schéma de manipulation délibérée, de fausses accusations, et ce qui semble être une falsification criminelle de preuves. Blackwell tenta une dernière fois. Votre honneur, les méthodes de mon client ont peut-être été mal avisées, mais il agissait par souci. Maître, interrompit la juge Wheeler, votre client a admis sur enregistrement avoir falsifié des preuves. Ce n'est pas mal avisé, c'est criminel. Elle se tourna vers le greffier. J'ordonne la garde exclusive temporaire immédiate à Madame Sullivan. Les droits de visite de Monsieur Sullivan sont suspendus en attendant une enquête complète. Les services de protection de l'enfance enquêteront sur toutes les plaintes antérieures contre Madame Sullivan à la lumière de ces nouvelles preuves. Derek bondit sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont mes enfants. Huissier, dit calmement la juge Wheeler. Alors que l'huissier s'approchait, Derek me pointa du doigt. Tu le regretteras, Emma. Vous le regretterez tous les 2. Mais ces menaces sonnaient creux maintenant. Le monstre avait été exposé, et tout le monde pouvait le voir clairement. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes s'étaient rassemblés. Quelqu'un, probablement le greffier du tribunal, avait fait fuiter que quelque chose de dramatique s'était produit dans l'affaire de Garde Sullivan. J'essayais de protéger les enfants alors que nous nous frayions un chemin. Madame Sullivan, est-il vrai que votre fils a fourni des preuves d'accusation falsifiées? Avez-vous été victime de violences domestiques? Marissa apparut à nos côtés. Aucun commentaire. Veuillez respecter la vie privée de la famille. Ce soir-là, dans mon petit appartement, nous avons une autre première soirée paisible depuis des mois. Maya se blottit sur mes genoux, s'accrochant à moi comme si elle n'allait jamais me lâcher. Papa a menti, dit-elle d'une petite voix. Il m'a dit que tu ne voulais pas de nous. Oh, mon bébé, je t'ai toujours voulu, chaque jour. Ethan était assis à côté de nous, ressemblant enfin à l'enfant qu'il était au lieu du guerrier qu'il avait dû devenir. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dis-je, nous guérissons. La semaine suivante apporta un tourbillon de changements. L'arrestation de Derek fila une des nouvelles locales. Il fut inculpé de falsification de preuves, de dépôt de fausses déclarations et d'ingérence dans la garde. Sa photo d'identité judiciaire montrait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, pas de cheveux parfaits, pas de sourire confiant, juste de la colère et de l'incrédulité. L'agente des services de protection de l'enfance qui m'avait enquêté, Janet Crawford, vint s'excuser personnellement. J'aurais dû voir les signes, dit-elle. En 20 ans de ce travail, je pensais pouvoir repérer la manipulation. Votre ex-mari nous a tous trompés. Il m'a trompé pendant 12 ans, répondis-je. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le journal vidéo que j'avais enregistré des semaines plus tôt trouva d'une manière ou d'une autre son chemin en ligne. Je soupçonne Marissa d'y être pour quelque chose.
En quelques jours, il avait été vu des milliers de fois. Les commentaires affluèrent d'autres femmes ayant vécu une manipulation similaire. Vous n'êtes pas seul, lisait-on dans un commentaire. Mon ex a fait la même chose. Merci d'avoir parlé. Mon téléphone sonnait constamment, journaliste, organisation de lutte contre la violence domestique, même un éditeur intéressé par mon histoire. Mais je n'étais prête pour rien de tout cela. Mon attention se portait sur mes enfants. Un nouvel avocat me contacta, Daniel Morrison, spécialiste des affaires impliquant l'aliénation parentale et les fausses accusations. J'aimerais vous représenter pro bono, dit-il. Ce qui vous est arrivé arrive plus souvent qu'on ne le pense. Votre affaire pourrait créer un précédent. Ethan lutta avec les séquelles plus que je ne l'avais prévu. Une nuit, je le trouvai assis dans le noir, jouant à des enregistrements sur sa tablette. Tu peux les supprimer maintenant, dis-je doucement. Et si j'oublie, demanda-t-il. Et si un jour je commence à penser que ce n'était peut-être pas si grave, que j'ai peut-être surréagi? Je m'assis à côté de lui. C'est ce que fait la manipulation psychologique. Elle te fait douter de ta propre réalité. Mais tu sais ce qui est réel, Ethan. Tu l'as toujours su. Je me sens coupable, admit-il. C'est mon père. Et tu l'aimes. C'est normal. Tu peux aimer quelqu'un et savoir quand même que ce qu'il a fait était mal. Nous avons commencé une thérapie familiale la semaine suivante. La docteure Patricia Reeves était spécialisée dans l'aide aux familles pour se remettre de la violence psychologique. Lors de notre première séance, elle dit quelque chose qui me marqua, la guérison n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez forte, d'autres, vous douterez de tout. C'est normal. La guérison de Maya fut différente. Elle faisait des cauchemars où on l'emmenait, où elle ne me revoyait plus jamais. Elle me suivait partout, même aux toilettes. La thérapeute expliqua que c'était une réponse normale au traumatisme, elle avait besoin de se rassurer que j'étais réellement là. 3 semaines après l'audience, je reçus un appel inattendu de la mère de Derek. Emma, dit-elle, la voix tendue, je te dois des excuses. Je l'ai cru toutes ces années. Je pensais que tu étais le problème. Hélène, vous n'êtes pas obligée de. Si, je le dois. C'est mon fils, mais ce qu'il a fait était mal. Ces enregistrements. Je n'ai jamais su qu'il était capable d'une telle tromperie. La conversation fut gênante mais nécessaire. Elle voulait maintenir une relation avec ses petits-enfants, et j'acceptais, avec supervision et thérapie. Le procès de Derek commença 2 mois plus tard. J'ai témoigné, tout comme Ethan via télévision en circuit fermé pour lui épargner le traumatisme d'affronter son père. L'accusation fit jouer tous les enregistrements. La défense de Derek tenta de le dépeindre comme un père désespéré qui a fait de mauvais choix, mais les preuves étaient accablantes. Il fut condamné à 2 ans de prison, 5 ans de probation et un suivi psychologique obligatoire. Le juge leur donna également de payer des dédommagements pour mes frais juridiques et mes coûts de thérapie. Alors que nous quittions le palais de justice, Daniel Morrison dit, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de créer un précédent. D'autres victimes pourraient trouver du courage dans votre histoire. Cette nuit-là, j'ai finalement publié mon journal vidéo publiquement, accompagné d'une déclaration écrite, pendant des années, j'ai cru que j'étais folle, instable, violente. Ma réalité a été systématiquement démantelée par quelqu'un en qui j'avais confiance. Mais la vérité finit toujours par faire surface, parfois dans la voix d'un enfant courageux qui a refusé d'accepter les mensonges. Si vous vivez ce cauchemar, sachez que vous n'êtes pas seul. Documentez tout, faites-vous confiance et n'arrêtez jamais de vous battre pour votre vérité. La réponse fut écrasante. Des messages affluèrent de tout le pays. Des groupes de soutien m'invitèrent à parler. Un réalisateur de documentaire voulait raconter notre histoire. Mais le moment qui signifia le plus arriva un soir tranquille. Ethan codait à la table de la cuisine pendant que Maya coloriait à côté de lui. Pas de tension, pas de peur, juste la normalité. Maman, dit Ethan sans lever les yeux, je pense que je veux devenir avocat quand je serai grand. Ou peut-être détective. Quelqu'un qui aide les gens à trouver la vérité. Je souris. Tu le es déjà, mon bébé. Tu le es déjà. L'audience de garde finale, 6 mois après cette journée explosive, fut différente. Je suis entré dans le palais de justice non pas comme une accusée mais comme une survivante. La même salle d'audience qui avait été témoin de mon moment le plus bas voyait maintenant ma rédemption.
La juge Wheeler sourit alors que nous entrions. Madame Sullivan, j'ai examiné tous les rapports, évaluations psychologiques, enquêtes sociales, progrès thérapeutiques des enfants. Je suis heureuse de vous accorder la garde légale et physique exclusive d'Ethan et Maya Sullivan. Les mots pour lesquels je m'étais si durement battu emplirent enfin la salle d'audience. À côté de moi, Ethan me serra la main. Maya, qui avait insisté pour porter sa robe violette porte-bonheur, rayonnait. De plus, continua la juge Wheeler, étant donné le schéma de manipulation et les fausses accusations de M. Sullivan, ces futures visites nécessiteront une supervision thérapeutique jusqu'à ce qu'un psychologue agréé détermine qu'il ne présente aucun risque émotionnel pour les enfants. De prison, Derek avait envoyé des lettres affirmant qu'il avait changé, que la thérapie l'aidait à comprendre ses actions. Peut-être était-ce vrai. Peut-être qu'un jour il pourrait avoir une relation saine avec nos enfants. Mais cette guérison se ferait selon leurs termes, pas les siens. Votre honneur, dis-je en me levant, je tiens à vous remercier d'avoir vu la vérité. Et je tiens à reconnaître publiquement le courage de mon fils. Il nous a tous sauvés. La juge Wheeler hocha la tête. Jeune homme, s'adressa-t-elle à Ethan, vos actions ont été extraordinaires. En 30 ans de magistrature, j'ai rarement vu une telle bravoure et une telle intégrité. Dehors, Daniel Morrison me serra la main. Vous savez, vous avez inspiré une législation, le protocole Sullivan, exigeant des tribunaux qu'ils authentifient les preuves numériques dans les litiges de garde et enquêtent sur les schémas de fausses accusations. Le nom me parut surréaliste. Notre cauchemar était devenu un outil pour protéger les autres. Cet après-midi-là, nous avons emménagé dans notre nouvel appartement, un 3 pièces avec de véritables espaces séparés pour les enfants. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. En déballant, j'ai trouvé la lettre que j'avais écrite la nuit précédant l'audience, quand je pensais que je pourrais tout perdre. J'ai appelé les enfants. Vous vous souvenez de ça? Nous nous sommes assis ensemble pendant que je lisais les lettres à voix haute. Maya grimpa sur mes genoux tandis qu'Ethan s'appuyait contre mon épaule. Tu n'as plus besoin de ça, dit Ethan quand j'eus fini. Nous sommes là. Nous sommes ensemble. Devrions-nous les jeter? Demanda Maya. Non, décidai-je. Gardons-les pour nous souvenir du chemin parcouru. Ce week-end-là, nous avons eu une célébration. Marissa vint, amenant ses propres enfants. Madame Henderson passa avec des biscuits faits maison. Même Janet Crawford des services de protection de l'enfance rendit visite, apportant des fournitures d'art pour Maya. Vous avez changé notre façon d'enquêter sur les affaires, me dit Janet en privé. Nous sommes formés pour rechercher des schémas de manipulation, pas seulement des preuves de surface. Alors que nos invités se mêlaient dans notre petit salon, je regardais mes enfants rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. Le son remplissait des espaces que je ne savais pas vides. Plus tard, Ethan sortit sa tablette. « Maman, tu veux voir quelque chose ?» Je m'attendais à un autre projet de codage. Au lieu de cela, il ouvrit son application d'enregistrement et appuya sur « Supprimer » sur tout le dossier marqué « Mensonge de papa ». « Tu es sûr ?» demandai-je. Nous n'en avons plus besoin. La vérité a gagné. Ensemble, nous avons regardé des mois de douleur et de tromperie disparaître dans le néant numérique. Puis Ethan créa un nouveau dossier, Souvenirs heureux, pour enregistrer les bonnes choses maintenant, expliqua-t-il. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, nous avons commencé un nouveau rituel. Au lieu d'histoire avant de dormir, nous partagions nos gratitudes quotidiennes. Maya était reconnaissante pour les spaghettis et plus de rêves effrayants. Ethan était reconnaissant que maman soit de nouveau heureuse. J'étais reconnaissante pour la vérité, pour la justice, et pour le courage tranquille d'un enfant qui avait refusé de laisser les mensonges gagner. Les mois passèrent. Derek termina sa peine de prison et commença une thérapie supervisée. Ses lettres aux enfants devinrent plus conscientes de lui-même, moins manipulatrices. Peut-être que la prison et le suivi psychologique obligatoire brisaient son narcissisme. Le temps nous le dirait. J'ai commencé à prendre la parole dans des refuges pour victimes de violences domestiques, partageant notre histoire avec des femmes piégées dans des situations similaires. Documentez tout, leur dis-je. Faites confiance à votre instinct. Et souvenez-vous, vos enfants voient plus que vous ne le pensez. Un soir, 1 an après le procès, j'ai reçu un courriel d'une femme de l'Ohio. Son ex-mari utilisait le même scénario que Derek, fausses accusations, preuves mises en scène, manipulation psychologique systématique. Mais elle avait vu ma vidéo, appris l'existence des enregistrements d'Ethan,
et avait commencé à tout documenter. Elle venait de gagner la garde exclusive. Votre histoire a sauvé ma famille, écrivit-elle. Merci d'avoir été assez courageuse pour la partager. J'ai lu le courriel à Ethan. Il sourit, non pas le sourire incertain d'un enfant traumatisé, mais le sourire confiant de quelqu'un qui connaissait sa valeur. Nous devrions créer un site web, suggéra-t-il, pour les familles comme la nôtre, avec des ressources et des trucs. Et c'est ce que nous avons fait. Ethan en a codé la majeure partie lui-même. Nous l'avons appelé « La vérité parle doucement », parce que parfois les vérités les plus puissantes viennent en chuchotement, en enregistrement secret, dans la détermination tranquille de ceux qui refusent d'accepter les mensonges. Le site web s'est développé. Des groupes de soutien se sont formés. D'autres survivants ont partagé leurs histoires. Ce qui avait commencé comme notre cauchemar personnel est devenu un mouvement pour le changement. Derek s'est finalement remarié, avec une femme qui connaissait son histoire et insistait sur une thérapie continue. Il maintenait des visites supervisées avec les enfants, reconstruisant lentement la confiance. Je ne prétendrai pas que c'était facile de voir mes enfants naviguer dans cette relation, mais la guérison suit rarement une ligne droite. 5 ans après cette date cruciale au tribunal, j'étais assise dans mon bureau. J'avais enfin terminé mes études et j'étais devenue conseillère agréée spécialisée dans la guérison des traumatismes. Sur mon bureau se trouvait une photo de la remise des diplômes du lycée d'Ethan. Il avait été accepté en faculté de droit avec une spécialisation en droit de la famille et défense des enfants. Maya, maintenant âgée de 11 ans, s'était épanouie en une artiste confiante qui utilisait son expérience pour créer des œuvres puissantes sur la vérité et la perception. Sa peinture préférée était accrochée dans mon bureau, un miroir brisé reflétant non pas des morceaux cassés mais une image complète. Elle l'appelait « Voir clairement ». Ce soir-là, alors que je me préparais à prendre la parole à une autre conférence, Ethan appela. Maman, je présente ma proposition de thèse demain. Elle porte sur les preuves technologiques dans les procédures judiciaires familiales. Devine comment je l'appelle? Quoi? Quand le silence parle, comment la documentation numérique protège la vérité familiale? Tu penses que papa apprécierait l'ironie? Je ris. Probablement pas. Mais je suis fier de toi. J'ai appris des meilleurs. Je t'aime, maman. Après avoir raccroché, j'ai ouvert ma présentation pour la conférence. La dernière diapositive disait « Ils m'ont traité de violente. Ils m'ont traité d'instable. » Mais la vérité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Parfois, elle a juste besoin d'une voix courageuse et d'un peu de silence pour la laisser parler. Alors que j'éteignais mon ordinateur, mon téléphone s'illumina d'un texto de Maya « Je te peins quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Le jour où la vérité a gagné. J'ai hâte de te le montrer. » Je souris, me souvenant de cette femme terrifiée qui s'était assise dans un minuscule appartement, convaincue qu'elle perdait tout. Elle n'aurait pas pu imaginer cette fin, ni la victoire, ni la guérison, et certainement pas l'effet d'entraînement que notre histoire aurait sur d'innombrables autres familles. Mais c'est ça, la vérité. Elle ne fait pas que vous libérer. Parfois, si vous êtes assez courageux pour la dire, elle libère aussi les autres. Et parfois, la vérité ressemble à un garçon de 10 ans, d'une voix calme et déterminée, « Puis-je faire écouter quelque chose ?» Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vos enfants voient vraiment quand ils vous regardent? Et ce qu'ils pourraient être en train de documenter discrètement? Si cette histoire vous a ému, veuillez aimer et vous abonner pour d'autres récits puissants de vérité, de justice et des héros inattendus qui changent tout.